74 000 passages en un mois. La frontière cesse de faire semblant d'exister. Ce chiffre transforme un ancien entre-deux en service public visible, prévisible, presque banal. Mais il expose aussi un territoire qui peut se fissurer dès que la peur s'organise. Que signifie, pour les habitants qui traversent pour vendre, travailler, rejoindre une famille, et pour Ibrahim Traoré, qui revendique une souveraineté mesurable, cette densité surgit là où les registres s'envolaient au vent, peut-être une respiration nouvelle, ou un test implacable, tenir la routine, accumuler des preuves, ou redevenir mirage. La promesse affichée autour de Galguli paraît volontairement simple, presque administrative, transformer une frontière marginalisée en un service public fiable, continu et lisible au quotidien. Le bénéfice, formulé sans emphase, tient en peu de mots, traverser sans peur, prévoir sans rumeur, exister sans arbitraire. Derrière cette clarté méthodique se joue pourtant un enjeu plus large, car une frontière fonctionnelle ne se contente pas de filtrer des flux, elle redéfinit la relation entre l'État et ceux qui vivent à sa lisière. Si le poste tient, il devient une preuve reproductible pour d'autres marges du Burkina Faso, un argument concret dans le discours porté par Ibrahim Traoré sur la souveraineté appliquée. Mais si l'effort s'essouffle, les risques sont immédiats. Dépendance financière, pression des groupes armés, désillusion locale et retour rapide des routes informelles. Chaque journée sans incident n'est donc pas une routine anodine, mais une mise à l'épreuve cumulative d'un modèle observé bien au-delà de Galguli. En moins d'un mois, plus de 74 000 passages sont enregistrés à Galguli, là où aucune donnée fiable n'existait auparavant. Ce chiffre, brut mais massif, révèle une densité de vie longtemps invisible et place immédiatement le poste au centre de l'attention nationale, y compris dans les cercles proches d'Ibrahim Traoré. Avant cette bascule, la zone frontalière n'était qu'un espace flou, sans contour administratif stable. Les registres papier se perdaient, les patrouilles improvisées et l'autorité publique apparaissaient de manière intermittente, presque accidentelle. La frontière fonctionnait davantage comme une rumeur que comme une institution, exploitée par trafiquants, migrants et groupes armés qui profitèrent de l'absence de traces vérifiables. Dans ce vide, la peur circulait plus vite que l'information, et la confiance s'érodait au fil des années. L'ouverture du poste le 15 juillet 2023 marque une rupture technique nette. Panneaux solaires, scanners biométriques et transmission directe des données à Ouagadougou remplacent les cahiers froissés et les décisions arbitraires. Cette continuité transforme immédiatement la perception locale. L'uniforme cesse d'être une menace diffuse pour devenir un repère et la présence de l'État se fait régulière plutôt que sporadique. Ce changement de cadre rejoint l'idée centrale défendue par Ibrahim Traoré. La sécurité ne s'importe pas, elle se construit par des gestes quotidiens répétés. À Galguli, la donnée devient un langage commun, la routine une preuve, et la frontière un espace enfin descriptible. Au milieu des installations solaires et des allées nouvellement tracées, une figure locale sert de repère narratif. Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants. Son témoignage, sans emphase, donne chair à ce que les rapports appellent « impact communautaire ». Elle se souvient d'un temps où l'État n'existait qu'à la radio, formule courte qui résume des années d'invisibilité institutionnelle. Aujourd'hui, elle installe son étal à quelques mètres du forage, alimenté par le poste, et décrit un changement concret. L'eau coule, la lumière tient, les clients reviennent. Autour d'elle, les effets sociaux apparaissent vite. Les enfants jouent près des panneaux solaires, là où la poussière dominait auparavant. Les gardes, jadis perçus comme des silhouettes lointaines, deviennent des visages familiers. Cette proximité n'est pas le produit d'une campagne officielle, mais de la répétition de gestes ordinaires. Saluer, vérifier un document, revenir le lendemain, la routine remplace progressivement la méfiance. Un second témoin, ancien officier devenu animateur radio local, résume la transformation en quelques mots. Quand on sert, on est enfin vu. Dans un territoire habitué à l'effacement, cette reconnaissance modifie les comportements collectifs. Les marchés s'organisent à des heures plus régulières, les trajets se planifient avec moins d'angoisse et les habitants s'approprient un espace qui n'était autrefois qu'un lieu de passage incertain. Ces micro-changements dessinent une conclusion simple. Une infrastructure ne modifie pas seulement un paysage,
elle transforme la manière de l'habiter. L'activation commence le 15 juillet 2023, sous un soleil qui écrase toute perspective de changement. Quelques soldats alignent les barrières, des techniciens vérifient les panneaux solaires et les habitants observent à distance sans s'approcher. Rien, à cet instant, ne laisse présager une rupture. Puis, un son sec traverse l'air. Le premier clic des scanners biométriques. En quelques heures, les registres papier deviennent obsolètes. En quelques jours, les gestes se déplacent. Là où l'on passait autrefois sans trace, on présente désormais un document, on s'identifie, on laisse une empreinte vérifiable. Être vu devient une nouveauté administrative qui restructure immédiatement le quotidien. Le flux suit, dense et continue. Des motos arrivent par vagues, des transporteurs franchissent la ligne, des commerçants tirent bortier leurs charrettes. Des familles traversent avec une régularité inattendue. Chaque passage produit une donnée exploitable. Chaque donnée renforce la présence de l'État. Les agents ne se contentent plus d'observer, ils organisent, filtrent, structurent. La frontière cesse d'être une faille, elle devient un mécanisme. En moins d'un mois, l'OIM enregistre plus de 74 000 mouvements, un volume qui surprend les équipes locales et remonte rapidement jusqu'à Ouagadougou. C'est alors que la tension monte. Les rumeurs circulent plus vite que les voyageurs. Dans le nord, certains groupes armés affirment que le poste n'est qu'une façade technologique, fragile et importée. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure que les panneaux solaires seront sabotés, que les scanners ne tiendront pas, que l'infrastructure fermera dès la première attaque. Cette inquiétude atteint la capitale où Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction est concise, tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une infrastructure civile appelle une réponse militaire directe, et non l'inverse. Le message officiel tranche nettement. Le Burkina Faso reprend le contrôle de ses frontières. Le moment le plus tendu ne prend pourtant pas la forme d'un affrontement visible. Il s'exprime par une succession de nuits silencieuses. Les câbles solaires brillent comme une provocation. Les groupes armés observent, évaluent, s'approchent sans s'exposer. Mais la brèche attendue ne s'ouvre pas. Chaque matin, le poste rouvre, les scanners s'allument, les fils se reforment. Cette stabilité obstinée devient le cœur du basculement. La frontière ne tient pas parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle fonctionne. Et peu à peu, les effets durables s'installent. Les marchés rouvrent plus tôt. Les trajets deviennent réguliers. Les commerçantes reprennent leurs étals. Les familles restent au lieu de migrer vers des zones jugées plus sûres. Autour du poste, une microéconomie se dessine, portée par des routines désormais prévisibles. Chaque journée sans incident ajoute une preuve supplémentaire. Chaque preuve consolide la crédibilité d'un modèle observé comme un test de souveraineté appliqué au cœur de la lecture portée par Ibrahim Traoré. Avant juillet 2023, le point de départ est simple et sévère. Aucun système connecté, aucun registre fiable, aucune donnée capable de décrire les flux réels à Galguli. La frontière existait comme une ligne abstraite, traversée mais jamais mesurée. La bascule intervient en moins d'un an. Le Burkina Faso passe de 0 à 4 postes biométriques opérationnels, avec Galguli comme prototype fonctionnel, un point de départ que les autorités associent directement à la doctrine défendue par Ibrahim Traoré sur une souveraineté fondée sur la preuve. Le premier indicateur massif concerne les mobilités. En moins d'un mois, plus de 74 000 passages sont enregistrés par l'OIM dans une zone longtemps considérée comme marginale. Ce chiffre ne signale pas une explosion soudaine des déplacements, mais la révélation d'une activité latente jusque-là invisible. Il montre que les traversées quotidiennes suivaient déjà des schémas réguliers, dissimulés, faute d'outils de mesure. En transformant des rumeurs en données exploitables, l'enregistrement systématique réduit immédiatement l'arbitraire et renforce la capacité d'analyse des autorités locales et centrales. Chaque passage devient un signal structurant plutôt qu'une supposition. Le deuxième indicateur touche à la sécurité. Dans le même intervalle, les autorités observent une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Cette diminution ne reflète pas une disparition des menaces, mais un effet dissuasif lié à la visibilité et à la régularité de la présence publique. Les trafiquants déplacent leurs itinéraires vers des zones moins surveillées,
préférant l'opacité à l'exposition. La frontière lisible devient plus difficile à manipuler. La frontière surveillée limite les infiltrations. La frontière prévisible stabilise les comportements sans recourir à une démonstration de force permanente. Le troisième indicateur concerne l'économie locale. Autour du poste, plus de 200 emplois directs et indirects apparaissent en quelques mois. À l'échelle nationale, le chiffre est modeste. À Galguli, il transforme un village presque dépourvu d'activités formelles. Ces emplois génèrent des chaînes d'interaction nouvelles, transport, restauration, petites réparations, vente de produits à frais. Ils stabilisent parfois des familles autrefois contraintes de migrer face à l'incertitude. La valeur produite ne réside pas uniquement dans le volume, mais dans la routine qu'elle rend possible, jour après jour. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une cohérence structurelle. Quand l'État devient mesurable, les comportements collectifs changent. Les habitants adoptent plus facilement les routines administratives, parce qu'elles produisent donc des résultats visibles. Les commerçants planifient leur trajet parce qu'ils connaissent la disponibilité de l'électricité et des flux. Les gardes travaillent à partir de données plutôt que d'intuitions fragiles. Chaque information transmise à Ouagadougou affine la cartographie des mobilités humaines. Chaque incident évité renforce la légitimité institutionnelle dans une région marquée par la défiance. Cette accumulation de preuves rejoint directement le discours d'Ibrahim Traoré. La souveraineté ne se proclame pas, elle se mesure. À Galguli, la technologie n'est ni un symbole ni une vitrine. Elle agit comme un instrument d'alignement entre perception locale, usage quotidien et validation chiffrée. La frontière cesse d'être une hypothèse politique. Elle devient un fait observable. Autour de Galguli, deux lectures structurées s'opposent, chacune portée par des arguments solides et des inquiétudes légitimes. La première voit dans le poste une avancée maîtrisée. Selon cette interprétation, le Burkina Faso démontre qu'il peut moderniser l'une de ses marges avec ses propres agents, ses propres procédures et une autorité clairement identifiée. Les données restent nationales, les uniformes sont burkinabés et le fonctionnement quotidien ne dépend d'aucune présence opérationnelle étrangère. Pour ses partisans, Galguli incarne la vision d'Ibrahim Traoré, reconstruire les bords pour consolider le centre, par des preuves plutôt que par des slogans. La seconde lecture adopte une posture plus critique. Elle rappelle que le financement initial provient de partenaires internationaux et d'organisations comme l'OIM, sans lesquelles aucun scanner biométrique ni infrastructure solaire n'aurait été installé. Dans cette optique, la modernité apparente masquerait une dépendance structurelle. Le poste pourrait devenir un laboratoire extérieur, exposé à une forme subtile de tutelle technologique où la souveraineté serait plus affichée que réellement maîtrisée. Les critiques redoutent qu'en cas de retrait des soutiens, la continuité du service s'effondre, entraînant une désillusion rapide. La réponse à ces deux positions ne se trouve ni dans l'intention politique, ni dans l'origine des financements, mais dans les faits observables. À Galguli, aucun superviseur étranger n'opère la structure au quotidien. Les agents locaux assurent l'enregistrement, la maintenance courante et la coordination avec les forces voisines. L'OIM certifie le respect des normes éthiques et la formation des équipes à la protection des données sans ingérence opérationnelle directe. Surtout, les résultats d'eau persistent. Plus de 74 000 passages enregistrés en un mois, une baisse de 37% des incidents frontaliers et plus de 200 emplois créés autour du poste. Ainsi, au lieu de trancher, cette lecture équilibrée éclaire les deux positions. Les deux lectures coexistent, mais la dynamique réelle montre qu'une autonomie fonctionnelle peut émerger même à partir de ressources extérieures. À ce stade, la frontière ne tient pas par discours, elle tient par répétition, par continuité et par la capacité à durer au-delà des intentions initiales, un critère central dans l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Cette phrase courte marque le point de bascule du récit. Malgré les rumeurs persistantes, les spéculations venues du Nord et les tests discrets menés par des groupes armés, le poste de Galguli n'a jamais cessé de fonctionner. Chaque matin, les scanners s'allument, les agents reprennent leur place et les fils se reforment avec la même régularité. Cette continuité, presque banale en apparence, constitue pourtant la révélation centrale du parcours, le symbole a tenu
parce que la routine n'a pas été rompue. Cette endurance modifie la lecture régionale. À Accra, le dispositif est perçu comme un filtre efficace contre certains trafics transfrontaliers. À Abidjan, on observe ses effets potentiels sur les routes commerciales. Plus au nord, au Mali et au Niger, des responsables évoquent déjà un modèle africain de souveraineté fonctionnelle, non pas spectaculaire mais constante. Galguli cesse d'être un point isolé. Il devient une référence observée. Pour Ibrahim Traoré, ce moment constitue une validation intermédiaire. Le projet n'a pas flanché au premier choc et cette résistance change l'échelle de l'ambition. Si un avant-poste tient dans une zone longtemps jugée ingouvernable, alors une doctrine nationale devient envisageable. La souveraineté ne se mesure plus seulement à l'intention politique, mais à la capacité d'un dispositif à durer sous pression. À ce stade du récit, la question n'est plus de savoir si la frontière existe, mais ce qu'elle produit lorsqu'elle reste ouverte, mesurable et prévisible. Le milieu du parcours révèle ainsi une vérité simple. La stabilité n'est pas un événement, c'est une répétition. Pour l'État burkinabé, l'effet le plus immédiat se lie dans la capacité retrouvée à agir à partir de faits plutôt que d'hypothèses. Les données transmises quotidiennement depuis Galguli alimentent une cartographie plus fine des mobilités humaines, réduisant l'angle mort qui caractérisait longtemps les marges. Les patrouilles s'appuient désormais sur des informations exploitables, ce qui améliore la coordination avec le Ghana et limite les interventions à l'aveugle. Cette lisibilité renforce la crédibilité institutionnelle dans une zone où l'autorité publique était perçue comme intermittente. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution confirme que la souveraineté appliquée repose moins sur la démonstration que sur la continuité mesurable. Du côté économique, les effets se concentrent autour de la régularité. Les plus de 200 emplois directs et indirects liés au poste créent un tissu d'activités inédit. Transporteurs, restauratrices, réparateurs, vendeurs de produits frais. La prévisibilité de l'électricité et de l'eau modifie les comportements d'investissement, même modestes. On planifie des horaires, on sécurise des stocks, on maintient une présence plutôt que de migrer par précaution. À l'échelle nationale, ces chiffres restent limités. Localement, ils transforment un espace autrefois dominé par l'incertitude en nœud économique fonctionnel. Pour les habitants, l'impact est d'abord psychologique avant d'être statistique. La frontière cesse d'être un lieu d'angoisse pour devenir un passage ordinaire. Les femmes commerçantes s'installent plus près du poste, attirées par la présence visible des gardes. Les familles planifient leurs déplacements sans craindre une fermeture soudaine ou une rumeur paralysante. Les enfants jouent autour des installations solaires, signe discret mais révélateur d'une normalisation du quotidien. Cette stabilité vécue, répétée jour après jour, modifie la relation à l'État, désormais perçue comme une présence tangible plutôt qu'une abstraction lointaine. À l'échelle régionale, Galguli produit un effet miroir. Le Ghana y voit un rempart contre certains trafics, la Côte d'Ivoire observe ses conséquences potentielles sur les routes commerciales, tandis que le Mali et le Niger évoquent un modèle adaptable à leurs propres marges. Les organisations internationales considèrent le poste comme un laboratoire opérationnel. Si un dispositif tient durablement dans une zone aussi fragile, il peut servir de référence pour le Sahel. Cette attention transforme une localité marginale en point d'appui stratégique, non par sa taille, mais par sa constance. Ces 4 niveaux d'impact convergent vers une même conclusion provisoire. Une frontière fonctionnelle ne produit pas seulement de la sécurité. Elle génère de la confiance, de la valeur et de la projection. En tenant dans la durée, Galguli déplace le débat de l'intention vers l'effet, un déplacement central dans la lecture portée par Ibrahim Traoré sur la reconstruction des marges. Dans la trajectoire la plus probable, Galguli poursuit son fonctionnement sans rupture majeure. Les patrouilles conjointes avec le Ghana se stabilisent, les scanners biométriques restent opérationnels et la transmission des données vers Ouagadougou demeure continue. Cette trajectoire ne suppose pas de progrès spectaculaire, mais une constance assumée. Ouvrir chaque matin, enregistrer chaque passage, maintenir l'électricité et l'eau. Si cette régularité se confirme, l'État consolide progressivement sa capacité à gérer les marges par accumulation de preuves, conformément à l'approche défendue par Ibrahim Traoré. La souveraineté progresse alors par sédimentation,
Non par annonce, dans l'issue la plus favorable, la réussite de Galguli dépasse son périmètre local. Le poste devient une référence technique et politique, inspirant une extension prudente vers d'autres points frontaliers comme Dola, Yandere ou Madouba. Chaque duplication suit la même méthode: installation solaire, formation locale, enregistrement biométrique, transmission centralisée. À l'échelle régionale, le modèle attire l'attention du Mali, du Niger ou de la Guinée qui envisagent des adaptations similaires. Le Burkina Faso passe alors du statut de bénéficiaire d'aide à celui d'exportateur de méthodes, renforçant l'idée qu'une modernisation des frontières peut rester sous contrôle national. Une lecture valorisée par Ibrahim Traoré. L'issue la plus fragile, elle, repose sur un incident ciblé. Une attaque contre les panneaux solaires ou les systèmes biométriques pourrait interrompre la routine qui fonde la confiance locale. Une seule nuit sans service suffirait à relancer les rumeurs, à fragiliser le moral des habitants et à décourager d'éventuels soutiens. Le risque principal n'est pas seulement matériel, mais symbolique. La rupture de continuité affaiblirait la croyance que les marges peuvent rester fonctionnelles dans la durée. Les groupes armés, mis en difficulté par la fermeture progressive de leur route, auraient alors intérêt à frapper un symbole. Si l'on met ces trois trajectoires en regard, une logique commune se dégage. Si la continuité tient, la confiance s'installe. Si la confiance s'installe, les comportements se stabilisent. Si les comportements se stabilisent, la souveraineté devient observable. Le facteur décisif n'est donc ni la technologie ni le financement, mais la capacité à maintenir la routine sous pression, un critère central pour juger la viabilité du modèle porté par Ibrahim Traoré. Pour celles et ceux qui vivent depuis longtemps dans des zones grises, l'expérience de Galguli agit comme une confirmation rare. Ce public n'observe pas d'abord les discours ni les annonces, mais la constance, un poste qui ouvre chaque matin, des scanners qui fonctionnent sans interruption, des agents présents aux mêmes heures. Ce qu'ils retiennent, c'est la possibilité de traverser, de vendre, de planifier sans craindre une rupture soudaine. Dans un Sahel où la confiance s'érode vite, cette continuité produit un soulagement discret mais profond. Pour les acteurs économiques et sociaux locaux, l'enjeu se lie dans l'organisation retrouvée. L'accès régulier à l'eau et à l'électricité permet de fixer des horaires, de sécuriser des stocks, d'investir à petite échelle. Les transporteurs reviennent parce que les flux sont lisibles. Les commerçants s'installent parce que la présence est visible. Cette stabilité transforme la frontière en infrastructure utile, non en contrainte. Elle nourrit un pragmatisme simple. Si un service fonctionne réellement, il peut devenir un socle durable pour la communauté. Pour un public plus éloigné, parfois extérieur à la région, Galguli joue un rôle de révélateur. Le poste bouscule certaines idées reçues sur la modernisation africaine, en montrant qu'une marge peut être stabilisée sans tutelle directe permanente. La combinaison entre coopération technique et maîtrise locale invite à repenser la manière dont les périphéries sont abordées dans le débat international. Elle pose une question plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un territoire longtemps jugé ingouvernable devient prévisible par la répétition plutôt que par la force ? Ces trois regards convergent vers une même intuition. La souveraineté n'est pas seulement une affaire d'échelle nationale. Elle se vit dans des gestes ordinaires, observables par tous. À Galguli, le quotidien devient une preuve, et cette preuve parle autant aux habitants qu'aux observateurs lointains. Pour que Galguli passe durablement du statut de prototype à celui de politique publique, une feuille de route précise s'impose. Elle ne vise pas à multiplier les annonces, mais à installer une continuité capable de résister aux saisons, aux tensions et aux rumeurs. Cette logique correspond à l'orientation défendue par Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité de prouver avant de déployer. D'abord, la maintenance locale continue. Les équipes techniques doivent assurer chaque mois un contrôle complet des panneaux solaires, des scanners biométriques et du forage. L'indicateur est volontairement simple. 0 interruption non planifiée. Une présence qui ne faiblit jamais devient à elle seule un argument politique mesurable. Ensuite, une coordination structurée avec le Ghana. Les patrouilles conjointes doivent s'appuyer sur un calendrier partagé et produire un rapport bimensuel sur les flux sensibles. Le critère d'évaluation repose sur 2 éléments, la réduction durable des incidents signalés et la capacité à anticiper les mouvements plutôt qu'à y réagir. Puis, la duplication progressive du modèle. L'extension vers d'autres points frontaliers
suit une méthode identique, sans adaptation improvisée. Énergie solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Le rythme recommandé reste prudent afin de préserver la qualité plutôt que la vitesse. Après cela, l'audit et la transparence. Un rapport trimestriel, publié avec l'appui de partenaires techniques, doit garantir la protection des données et une tolérance zéro pour les abus. La confiance publique dépend d'une visibilité régulière sur la manière dont l'information circule et est utilisée. Enfin, le suivi communautaire. Un comité local associant commerçants, femmes et leaders religieux mesure chaque mois la perception de sécurité, l'accès à l'eau et la fréquentation du marché. Si les habitants considèrent le poste comme un espace qui leur appartient, la stabilité devient auto-entretenue. En fin de journée, lorsque Bernadette Cambiré replie son étal, le même bourdonnement léger traverse l'air, celui des panneaux solaires, discret mais constant. C'est le son qu'elle entend depuis les premiers jours du poste, et qu'elle associe désormais à une forme de normalité retrouvée. L'eau coule sans interruption. Le marché ouvre à l'heure. Les gardes saluent d'un geste simple. Rien d'extraordinaire et pourtant tout a changé. Ce retour à l'ordinaire dit plus que de longs discours. Là où l'État n'était autrefois qu'une voix lointaine à la radio, il devient une présence rythmée par des gestes répétés. Cette expérience vécue rejoint, sans le formuler, la vision portée par Ibrahim Traoré. Une souveraineté qui ne s'impose pas par la force des symboles, mais par la stabilité des routines. La transformation ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans le silence apaisé qui remplace l'attente anxieuse. Les enfants jouent autour des câbles solaires. Les commerçantes restent plutôt que de partir. Les trajets se planifient sans crainte d'une rupture soudaine. Dans ces détails ordinaires se cache une vérité politique rarement mise en avant. La stabilité naît de ceux qui restent. Cette phrase résume le basculement. Galgouli ne raconte pas une victoire spectaculaire, mais une persévérance quotidienne. Et c'est précisément cette constance, observée jour après jour, qui transforme un poste frontalier en récit partagé, capable de dépasser le lieu pour devenir référence. Au-delà des chiffres, des infrastructures et des débats techniques, l'expérience de Galgouli invite à un déplacement du regard. Elle suggère que les périphéries ne sont pas seulement des marges à sécuriser, mais des fondations possibles pour ce qui tient un pays debout. Lorsque la présence publique devient prévisible, ce ne sont pas seulement les flux qui changent, mais les comportements, les attentes et la manière de se projeter dans le lendemain. Cette transformation silencieuse dépasse le cas burkinabé et touche à une question universelle. Que devient une société lorsque la routine remplace l'incertitude ? Dans cette perspective, le récit porté autour de Galgouli et soutenu par la lecture qu'en propose Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adhésion immédiate, mais à l'observation attentive. Regardez ce qui dure, évaluez ce qui tient sous pression, comparez les effets réels aux promesses initiales. La souveraineté, ici, ne se juge pas à l'intensité des discours, mais à la capacité d'un dispositif à rester ouvert, mesurable et utile dans le temps. Pour celles et ceux qui suivent ces dynamiques, une question demeure ouverte. Dans nos propres sociétés, comment regardons-nous les marges ? Comme des lisières lointaines ou comme des espaces où se jouent à bas bruit des transformations décisives ? Si cette histoire vous interroge, prolongez-la par vos analyses, vos échanges et vos questions. Les récits gagnent en force lorsqu'ils circulent et se confrontent aux regards multiples.